Bonsoir mesdames et messieurs. Nous allons commencer ce direct ici dans la magnifique salle de la Chaumière Restaurant Jazz Club. Nous allons donc commencer ce direct qui est en même temps un banquet littéraire. Je salue l'assistance. Vous comprenez bien que pour des questions de sécurité, on ne va pas présenter les visages. On va attendre donc que le Coran soit atteint afin de dérouler les grandes lignes de ce banquet qui consiste spécialement à présenter ce nouveau livre, cette production littéraire, politico-littéraire. Et nous allons attendre que le Coran soit atteint. Et vous comprendrez que je puisse inviter les uns les autres à partager le direct. Et je vous salue vite, vous tous qui êtes déjà connectés. Et je vous prie d'être un peu plus patient. Parce que nous commençons dans quelques minutes ce banquet littéraire ici à Douala. Tradition qui va se perpétuer à travers le triangle national. Je voudrais quand même que vous me rassuriez que l'image est bonne et que le son, voilà, le Coran est atteint et que le son vous arrange. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout est bon? S'il vous plaît. Ceux qui posent des questions sur la salle, on n'a pas besoin de voir les visages. On n'a pas besoin, si vous voulez identifier les gens, vous venez sur place. Si quelqu'un vient, il entre. Voilà, en tout cas, on me confirme que c'est bon. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, nous commençons un périple national qui va nous conduire dans les différentes régions où on va débattre. Je vous prie vraiment de partager le direct parce qu'il faudrait que ceux qui n'ont pas encore lu le livre et ceux qui l'ont lu et qui ont des éléments, ils vont attendre à la fin de ce direct. Vers la fin, on va donc leur donner l'occasion de poser leurs questions et d'expliquer les éléments qui leur auraient échappé. Mesdames et messieurs, donc, nous avons commis deux ouvrages importants qui rentrent dans la dynamique générale de notre pensée. Le premier livre, qui est en quelque sorte le tome 1 de cette dynamique, s'intitule « L'ange du chaos », un demi-siècle de saleté, de pillage au pluriel, saleté au singulier, pillage au pluriel et d'assassinat politique. Ce livre donc porte sur 6 chapitres, ou bien 6 parties, ou bien 6 chapitres c'est mieux, et il comprend 439 pages. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Je rappelle que ce livre est le 10e à mon actif. Le 10e livre que j'ai produit après les autres, après notamment la révolution de la pensée africaine, Paul Biya, chronique de la faim, les professeurs écraseurs, éloge funèbre, lettres aux grands, critiques, il y a plein de livres que j'ai déjà écrits. Donc ce livre est le 10e. Et le 10e
marque en fait l'âge de l'approfondissement de la pensée. La pensée politique notamment. C'est-à-dire que ce que je fais dans ce livre, je procède à une sorte de philosophie politique. C'est-à-dire qu'on pense la société, on pense la cité, on pense la République, on pense l'identité nationale. Ce livre est une sorte de satire aussi, parce que par la couverture, vous voyez bien que c'est un visage déformé, indéchiffrable, comme le règne actuel de M. Biya, mais à partir duquel on peut se projeter dans le temps, on peut s'imposer un regard critique qui ouvre les horizons pour ce qui doit être notre destin en tant que peuple. J'ai écrit ce livre effectivement pour faire le bilan. Non seulement un bilan, mais pour permettre aux citoyens de se projeter dans l'avenir. C'est pourquoi le chapitre 1, bien évidemment, porte sur le totalitarisme tropical, ce que j'appelle le totalitarisme tropical, ou bien le système unitaire concentrationnaire de Biya. C'est-à-dire que c'est un ensemble de choses qui permettent de lire et de comprendre ce qui caractérise sa gouvernance maléfique. Pourquoi je parle de gouvernance maléfique? Parce que, sous le prétexte du système unitaire, on a la constitution d'un régime concentrationnaire. Concentrationnaire, c'est-à-dire qu'un ensemble d'outils qu'on met en place, qu'on institutionnalise pour asservir un peuple afin de se perpétuer au pouvoir de manière improductive. C'est-à-dire que tu ne produis rien, tu ne fais que jouir et profiter de du pouvoir. Et là, ce qui se pose là, c'est que je mets en évidence les épiphénomènes qui caractérisent le pourrissement de ce régime. Au-delà de ces épiphénomènes, je montre la chose même. C'est pourquoi il y a deux éléments qui vont retenir votre attention au niveau de ce chapitre. Vous allez voir à la page 34 l'image d'un fou. Et ce fou, les gens pourront le reconnaître, c'est un fou qui était à Bafoussam. Je ne sais pas s'il est, où il était. Il s'appelle Dieu. Donc, à Bangaté, à l'ouest du Cameroun. Donc, un jour, un malade mental en divagation dans la ville est arrêté par les forces de maintien de l'autre. Je raconte l'histoire de ce fou. Dieu le fou. Alors, son crime, c'est d'avoir écrit sur plusieurs édifices publics, pendant plusieurs mois, des messages hostiles au régime. C'est bien de comprendre d'où on part. C'est les épiphénomènes qui vous permettent de comprendre comment le régime a basculé. Le message qui lui vaut donc d'être finalement arrêté est écrit sur la façade arrière de la place des fêtes de Banganté. Il est libéré ainsi qu'il suit. Si Paul Biya blague, moi Dieu, je ne blague pas. Il est alors considéré comme un opposant politique, le fou, hein? Il est considéré comme un opposant politique et embastillé, mis en cellule. Vous comprenez jusqu'où la préfectorale a dévoyé sa mission dans ce pays. Donc on a arrêté Dieu le fou et on l'a mis en cellule. L'autre histoire récente qui montre les épiphénomènes à travers lesquels on démontre que le pouvoir est en train de perdre la face devant le peuple qui a soif de justice et de liberté, c'est cet événement. Le 7 février 2025, tout le monde l'a vu à la télé, partout, une crise majeure a éclaté dans le département du Maya-Kani, dans l'extrême nord, suite à une forte mobilisation des populations Toupouri contre la création du parc Mambet. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants armés de flèches, de machettes et de gourdins sont venus de plusieurs villages, y compris du Tchad voisin, pour manifester leur opposition à ce projet qui les privait de fait de leur unique source de ressources de subsistance. Qu'est-ce qui s'est passé?
Les manifestations ont bloqué la route nationale 12, numéro 12, dès 4 h du matin et ont séquestré le gouverneur de la région d'Extrême Nord, le préfet du Mayokani, le sous-préfet de Kaélé et leurs états-majors respectifs dans un enclos improvisé en épine. C'est symbolique, c'est symptomatique. Leurs revendications étaient claires. Obtenir sur place illico presto la signature d'un décret annulant la création du parc. Voilà les choses graves que vous pouvez sous-estimer, qui montrent en fait où nous en sommes. Un peuple qui étouffe, qui n'a pas d'avenir, qui décide de se faire justice, qui décide d'arracher le pouvoir remis à l'autorité politique pour les dominer et qui s'affirme comme peuple libre. Donc c'est le chapitre 1 où je montre effectivement comment le système s'est constitué et comment les peuples, les populations sont en train progressivement de prendre le relais pour leur propre sécurité et leur propre épanouissement. Le chapitre 2 montre en fait l'archéologie d'une promesse politique éventrée. Comment un monsieur qui a été un espoir de toute une génération s'est retrouvé là où il est là maintenant, 43 ans après, à la touche. Et je le disais l'autre jour, lorsque on a écrit les textes, les livres sur Biya, M. Biya, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recensé sa politique, ce qu'il a fait, ses réalisations, ses manquements, et ainsi de suite. Très peu, ou du moins, on n'a pas encore vu le livre qui donne à comprendre le personnage Paul Biya. Il faut m'écouter très bien parce que, et je vous prie de partager ce direct, parce que c'est important que vous compreniez l'esprit de ce livre, L'Ange du chaos, et que chacun devrait avoir dans sa bibliothèque, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas seulement dire qu'on cherche l'avenir de nos enfants à travers les immeubles, à travers en mettant les gens au travail, ainsi de suite, en faisant le point quotidien. Non. Il faut une autre démarche. Tant que la pensée n'est pas évoluée, un peuple demeure assujetti et sujet à la neutralisation, aux conquêtes. C'est le moral qu'on forge, c'est l'esprit qu'on forge, c'est l'intelligence qu'on fortifie pour pouvoir espérer la liberté. Donc, alors, comment cela s'est constitué dans notre cas? Comment un monsieur, pendant tout un temps, a été perçu comme l'espoir? Et comment il a gâché cet espoir, cet avenir? Et comment il a entravé le chemin et les voies du progrès? Pour une fois, donc, je pense avoir trouvé les éléments de psychanalyse existentielle. L'homme Biya, comment fonctionne-t-il? Dans le sens de comment il s'est dérouté quelque chose. Et là, le chapitre 2 va vous aider à le comprendre mieux. Et le chapitre 2 est intitulé effectivement l'archéologie d'une promesse politique éventrée. Et si je prends un seul paragraphe, vous allez comprendre l'importance de ce chapitre. J'écris donc à la page 57. Lorsqu'en un même être, la douceur et l'ambition se lient au sombre complexe qui le hante de naissance, lorsque la naturelle tempérance se noue à la native malice, au point d'entretenir en un sujet singulier un attrait immodéré pour le mysticisme, pour le mystique et l'opacité, il naît une personnalité ténébreuse, au caractère indéchiffrable et aux sentiments féroces. C'est le cas de Paul Biya, le président actuel. Les prêtres avaient estimé qu'il n'était pas digne de servir Dieu. Mais finalement, il fut racheté par les dieux, il eut la divine consécration, il fut l'élu des hommes. Voilà un extrait d'un texte où je montre comment la psychologie de l'homme s'est structurée au cœur de ses instincts grégaires, au cœur aussi de ses qualités d'homme, pour finalement rater la psychologie qui aurait pu faire un grand homme d'État. Lorsqu'en un même être, la douceur et l'ambition, c'est un être doux de nature, mais ambitieux de l'intérieur, mais qui est plein de complexes. Alors qu'il est attiré par la tempérance. Alors,
c'est une personnalité bigarrée. Et lorsque tout cela se retrouve en un même être, et que cet être, en même temps, il est attiré par le mystique, par l'irrationnel, et par le goût de l'opacité. J'aurais même pu ajouter d'autres qualificatifs. En fait, on arrive donc à comprendre le personnage sous un autre angle. Dans ces conditions, le même chapitre, on montre comment cela a laissé prospérer ces prédispositions d'esprit, comment cela a pu laisser prospérer l'anomie, c'est-à-dire que l'absence de loi, même si au cœur de son système, on disait que c'est un homme qui est très lié à la loi, qui est très attaché à la loi. Non, en réalité, il s'instituait progressivement le règne du désordre, de l'anomie, le règne souterrain du crime. C'est pourquoi, dans ce chapitre-là, je parle des cadavres de Biya ou le renouveau du crime, mort suspect et crime d'État au Cameroun. Nous sommes dans la page 74. Je répète ce petit bout de chapitre. Les cadavres de Biya ou le renouveau du crime, mort suspect et crime d'État au Cameroun. Et je commence ainsi. Paul Biya et ses gouvernants respectifs n'ont pas seulement détruit le tissu économique et industriel du Cameroun, ils ont surtout détruit des vies, décimé des avenirs prometteurs. Depuis son accession au pouvoir, les Camerounais sont témoins de plusieurs assassinats, plusieurs cas d'assassinat de personnalités religieuses ou civiles qui ponctuent la vie du pays et défraient la chronique. J'ai mis beaucoup de références, la référence de notre bas de page. On accuse le pouvoir de Yaoundé d'en être le commanditaire. Aucun de ces crimes n'est à ce jour élucidé. Parmi les plus emblématiques de ces tueries, nous pouvons citer les cas d'assassinat, crimes rituels et crimes d'État suivants qui sont documentés. Et là, je passe en revue une trentaine de crimes d'assassinat d'État, de disparition, qui sont inexpliqués jusqu'à ce jour. Et vous comprendrez bien pourquoi je m'arrête là, parce que en fait, tous ces cadavres, tous ces morts qui sont dans les tiroirs de la présidente de la République doivent être un jour retrouver leur sépulture dans notre esprit, dans notre mémoire, dans l'avenir tel qu'il devait être. On doit comprendre ce qui s'est passé et c'est l'un des éléments fondamentaux qui fait que ce régime, cet élément-là fait que ce régime s'entiche dans le déni, dans le refus d'ouverture, dans le refus d'alternative, d'alternance dans ce pays. Et je ne vais pas lire ces gens-là ici. Et la conséquence de tout ça, c'est quoi? J'arrive à démontrer que, dans ce chapitre, j'arrive aussi à démontrer que le fait de tuer l'avenir des gens, le fait de tuer même les gens, le fait de créer un environnement dans lequel on laisse perpétrer des crimes comme le tout récent avec Martinez Zogo, où on manipule les gens, où les gens ont cru qu'ils avaient pris l'argent à Mugobelinga, alors qu'en réalité, j'avais des éléments qui démontraient que ce n'est pas à Mugobelinga. Bon, heureusement, beaucoup reviennent me demander pardon par la suite parce que la vérité finit par triompher. Donc, lorsqu'on laisse prospérer cela, lorsqu'on laisse l'avenir tuer comme ça, qu'on laisse une jeunesse aussi balafrée, aussi exsangue, on s'attend à quoi? À ce que le retour d'ascenseur, par une sorte de justice immanente, que le sang qu'on verse gicle sur la progéniture. C'est pourquoi j'analyse dans le même chapitre, la famille présidentielle, avec tous les éléments qui me permettent de dire que non, là, effectivement, on a beau envier cela, mais il y a des éléments à partir desquels, si rien n'est fait, c'est comme une sorte de malédiction que les gens ont accumulée. Et il y a un élément très important dans ce chapitre où je parle de la première dame. Et parce que je ne dis pas, je ne parle pas d'elle, on dit qu'on insulte la première dame. Non, c'est elle qui est au cœur de la mafia actuelle, ou du moins derrière elle, où que les gens se cachent pour nuire aux autres. Aussi bien on va entendre dans l'histoire de
de détournement de fonds que dans les histoires d'abus de liberté. C'est pourquoi un chapitre a été intitulé « L'épouse, la dernière journée de la reine Chantou ». Et c'est important que vous compreniez pourquoi je fais référence à elle. Vous savez, la tradition actuelle, quand je dis tradition, c'est-à-dire que les faits récents, les événements récents en Afrique ont démontré que jusqu'au bout, certains dictateurs sont imposés, se sont cramponnés au pouvoir. Et dans cet environnement-là, ils étaient aidés par leurs femmes, par leurs fils, par leurs directeurs de cabinet, par leurs gars. Bon, bref. Mais comme finalement, dans la plupart des cas, il n'y a même pas d'exception à cette règle maudite, de la malédiction du pouvoir plutôt, ça s'est terminé mal au Gabon récemment. C'est pourquoi nous sommes autorisés, nous étant les garants de l'éthique républicaine, d'imaginer la fin de Chantal Biya. Et je vais me permettre de vous lire quelques extraits et je laisse au début. Vous allez découvrir au début. Je vais seulement à la page, le début c'est à la page 157. Je vais à la page, oui, vous pouvez prendre votre, voilà, allons à la page 159, donc la page qui suit. C'est bon? En bas. Là où c'est écrit alors que la reine Chantou. 159. Le dernier chapitre. Vous y êtes, monsieur? Monsieur, vous y êtes? Est-ce que ça va là-bas? C'est bon? Ok. On va donc lire ensemble un petit extrait qui est symptomatique. Voilà. Alors que la reine Chantou était occupée à essayer sa toute nouvelle perruque, presque au bord de l'extase, un officier général de marine en service au palais, proche collaborateur du chef de l'État, profita d'une rare fenêtre d'opportunité pour s'approcher du grand patron et lui murmurer quelque chose à l'oreille. Le souverain, visiblement satisfait, acquiesça de la tête avec une effusion quasi paternelle à l'endroit de son fidèle collaborateur. Mais malheureusement, Madame la Présidente les surprit. Elle enjamba comme une foudre les 10 mètres qui la séparaient de la scène et distribua plusieurs gifles fracassantes au gradé qui décampa en vitesse comme un chiot. Elle cria sans ménagement sur son époux qui ne dit mot, résigné devant cette furie et lui interdit de telles proximités. Vous voyez là, nous sommes en train de romancer, ce n'est pas la réalité, mais c'est une réalité romancée. C'est comme on dirait un roman réaliste. On va continuer. Courroucée, elle voulut subitement changer d'air. Elle rentra dans ses appartements, se mit à fouiller l'un de ses milliers de sacs à main de grandes marques européennes qui traînaient par hasard à ses côtés, retira un portable aux couvertures flamboyantes et composa successivement les numéros de Nathalie Moudiki, l'épouse de l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, et de Célestine Kecha Cortez, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, et d'une voix douce, elle les invita à venir la voir pour quelques minutes. Les deux comparses ne se firent pas prier outre mesure. Elles débarquèrent aussitôt au palais, comme des abeilles attirées par l'odeur irrésistible du miel. Les trois femmes papotèrent toute la soirée dans des éclats de rire francs. Elles consultèrent longuement leurs jolies photographies dans les albums photos en se confiant de bons secrets de jeunes filles chaudes, à travers notamment le rappel des souvenirs pimentés de leur virée galante lorsqu'elles étaient encore célibataires. Malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais. Quoique l'ambiance soit carnavalesque, la première dame se souvint de son bébé et prit congé de ses copines vers 11 h du soir. Arrivée dans son appartement, elle réalise que son excellence Saint-Paul dormait déjà. Mais elle n'avait pas sommeil. Pour éviter de s'ennuyer, elle décida de zapper sur les chaînes de télévision contenues dans son bouquet satellitaire. Elle tomba sur un documentaire intitulé « La dernière journée de Marie-Antoinette ». Quoiqu'elle ne sache pas qui était cette Marie-Antoinette, le titre l'intrigua et elle décida de regarder la suite de cette histoire bizarre avec des images déchirantes d'une très séduisante reine suppliciée
devant une foule en liesse, supplicié avec mise à mort, exécuté. Et le documentaire commença ainsi. Le 13 octobre 1793, il est 4 heures du matin, la reine Marie-Antoinette, âgée de 37 ans, est condamnée à mort. Son exécution est ordonnée le même jour par le tribunal du peuple. On dirait que la fatalité s'acharne sur elle, car après avoir perdu son fils aîné quelques mois avant, son époux, le roi Luc XVI, avait été guillotiné le 21 janvier et par la suite, on lui enleva son dernier fils, Louis XVII. Je rappelle que Louis XVII, dans l'histoire réelle, le plus jeune fils de Louis XVI, avait été embassié toute sa vie et il est mort fou. Bon, et là, je continue l'histoire, vous allez lire la suite. Bon, je vais directement vers la fin de l'affaire. Mais le temps n'était plus aux civilités. Avec l'histoire, c'est quoi? C'est que quand on amène Marie-Antoinette à l'échafaud pour la guillotiner, on lui coupe le cou. Avec la rue qui était en liesse, le peuple en liesse avait besoin du sang. Elle a perdu une de ses chaussures, une de ses sandales. Et elle a marché sur le pied de son bourreau, la personne qui était chargée de l'exécuter. Et elle a dit vraiment, pardon, je n'ai pas fait ça sciemment. Et là, on voit donc l'humilité qui ne la caractérisait pas, s'imposer par la réalité de ce qui, de l'inéluctabilité de sa mort, de son exécution. Moi, je continue mon récit. À ce niveau du récit macabre, la reine Chantou n'en pouvait plus de cette cruauté des Français soi-disant révolutionnaires. Elle alla dans sa chambre, enfila sa robe de nuit et fit un dernier tour dans la chambre de prière pour nourrir la déesse indienne avant d'aller dormir. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il faut lire la fin de l'histoire, c'est ça qui vous intéresse. Elle allait dans sa chambre, donc, enfilant une robe de nuit. Mais alors qu'elle revenait de là, il y eut un bruit sourd et toutes les lumières s'éteignirent. Elle s'est mise à crier. Qui est là? Qui est là? S'il vous plaît. Seuls les pas puissants et résolus des ombres menaçantes qui craquaient sur le marbre lui répondaient en avançant implacablement vers elle. Elle était tétanisée. Puis une voix ferme lui ordonna: Madame, vous êtes celle par qui le malheur menace d'arriver. Retournez-vous. Elle ne savait pas de quoi parlait cette voix masculine qui lui était familière et qui était son interlocuteur. À cet instant précis, elle pensa instinctivement à sa perruque sacrée, nouvellement acquise, et voulut prendre la direction de la loge de prière en criant en vain: Shakti, 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 le nom de la déesse de sa perruque. Mais en une demi-dizaine de secondes, à peine, elle était toute encerclée par des ombres menaçantes dont elle ne pouvait distinguer la physionomie, ni préjuger de l'identité. De colosses bras lui empoignèrent fermement les deux bras et la traînèrent hors du palais, vers une destination inconnue. Voilà la fin de la reine Chantou. Bien évidemment, toute allusion à une personne physique existante est purement fortuite. Voilà donc quelque chose, l'avant-goût de ce que vous allez lire dans ce texte dans le chapitre 2. Le chapitre 3, bien évidemment, porte donc sur la muraille politique de notre asservissement et de notre piétinement économique. Au-delà de la critique de Biya, il faut bien me suivre. Au-delà de la critique de Biya, du régime en place, on doit se poser des questions. Qui pour incarner l'alternative? C'est ça que je pose comme question. Et l'alternative à quoi? Pourquoi? Parce qu'au-delà des menaces immédiates, massives, qui nous concernent actuellement, il y a une autre menace, la menace néocoloniale. Est-ce que l'alternative que nous voulons, est-ce que nous sommes sûrs et certains que ceux qui poursuivent le changement vont nous garantir de se détacher de la main basse sur le pays que représentent la France et les puissances néocoloniales et les entreprises multinationales. Car, comme je le démontre,
il est important qu'on comprenne que, au-delà de l'obstacle Biya et de sa bande, la bande à Biya, il y a l'obstacle néocolonial et l'obstacle des loges. On ne peut pas prétendre avoir le changement et être toujours embassé sous les chaînes de ces mouvements ésotériques qui nous piétinent et qui abrutissent nos hommes politiques. Parce que quand vous voyez ce que ces gens-là font, on comprend bien qu'ils ne sont plus avec nous, ils ne sont plus nos soeurs, les frères. Ils sont dans les loges, dans les trucs compliqués qu'on doit dénoncer. Donc voilà le chapitre 3, en quoi il consiste. Donc, le chapitre 4, l'armée et l'assassinat de Martinez Zogo. C'est un point important de ce livre parce que ça nous permet de voir à quoi va ressembler ce pays si on laissait ce pouvoir manipuler les consciences. Je n'en dis pas plus, vous allez découvrir les réalités de cela. Maintenant, le chapitre 5 porte sur les chemins du futur. Comment refonder? Là, je suis en train de penser vraiment à l'alternative. Refonder l'État et ses institutions. Je donne donc les clés parce qu'on a beaucoup critiqué, oh, vous ne proposez rien. Voilà donc les deux derniers chapitres, le chapitre 5 et le chapitre 6. Chapitre 5, les chemins du futur, refonder l'État et ses institutions. Le chapitre 6, perspectives d'avenir. Dans le chapitre 6, bien évidemment, je montre comment on doit créer les conditions de nouveau vivre ensemble et une république dans une république telle que le Cameroun, où je montre comment on doit sortir et faire tomber même une sorte de bastille de la bêtise. Donc voilà, je donne les éléments concrets, comment conjurer l'héritage du cynisme en réponse à la question qu'est-ce que gouverner? Parce qu'il faut revenir aux fondamentaux. C'est quoi gouverner? On s'attend à quoi lorsqu'on parle de gouvernement? Voilà, en quelque sorte, la nécessité pour nous, et je le dis clairement, on doit sortir de la kakistocratie. C'est-à-dire que c'est règne des médiocres, et on montre comment, progressivement, on doit instituer le mérite comme levier central à partir duquel on doit construire la citoyenneté et l'identité pour un nouveau Cameroun. Parce que vous voyez bien que le petit chapitre le sous-titre 7 montre que le nouveau Cameroun pour un nouveau modèle d'organisation et de gestion de l'État et des institutions de la République. Donc, qu'on ne dise pas qu'on ne propose rien, non. On fait le même travail que faisaient les grands esprits comme Molière, comme Rousseau, Voltaire, tout cela pendant je parle bien de Rousseau, Diderot, tous ces gens-là, pendant les Lumières françaises. C'est nous qui sommes là maintenant en train de refonder notre vivre ensemble, donner les éléments, refonder les valeurs, refonder notre entendement. Qu'est-ce qu'on doit comprendre comme devoir? Qu'est-ce qu'on doit comprendre comme identité? Qu'est-ce qu'on doit comprendre comme citoyenneté? Voilà. Et le chapitre 6, bien évidemment, le chapitre qui est construit. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas en quelque sorte même une conclusion ici en tant que telle. Il y a comme une perspective d'avenir. Ce livre se clôture sans conclusion parce que le livre 2, le livre 5 du citoyen patriote, continue la réflexion. Donc le chapitre 6 termine comme une perspective d'avenir. Comment l'otage d'étudie, qui est parti du respect à l'indignation, quel est son destin? Quel est le destin de Biya? Je ne vais pas donner les détails, vous allez lire dans le texte. Et comment on doit redimensionner notre conscience pour fonder, faire renaître l'État même de ses cendres. Voilà en quelque sorte le chapitre. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire les dernières phrases du livre qui pourront vous donner l'enjeu de ce que nous sommes en train de faire. Le dernier paragraphe donc, de ce livre se conclut ainsi. Au final, il nous faut convenir des leviers au travers desquels notre pays se modernise et qui permettraient de produire des citoyens et des soldats patriotes. Il nous faut vaincre la kleptocratie ambiante et la kakistocratie déclinante, à promouvoir la justice sociale à travers l'égalité des chances et le partage, à redimensionner notre conscience. Tel est notre défi. Nous avons à nous départir du capitalisme sauvage, des pilleurs des caisses de l'État et du messianisme envoûtant des hommes politiques, car un leader du peuple est un guide, un éclaireur, et non un gourou. Sa grandeur se mesure à son humilité, à sa dignité établie et à son sens du devoir et de l'honneur. Il nous faut également réformer notre école et notre université pour donner à notre jeunesse les clés informatiques pour lire le nouveau monde et pour le pratiquer au quotidien. La réécriture de notre histoire et la réconciliation avec notre passé contribueront
contribuera à nous armer pour avoir la force de faire la paix avec notre mémoire tourmentée. Ainsi, nous pourrions sortir du superflu dans lequel nous baignons depuis près d'un demi-siècle, plus depuis un siècle même, et nous illuminer enfin de l'intérieur comme un cierge sacré, en revêtant le manteau de fauve pour porter le destin de la jeunesse de ce pays vers des lendemains qui chantent. Voilà comment se termine ce texte qui est très important et qui donne l'occasion, lui les 439 pages, celui-ci n'est que 186 pages, mais c'est un condensé de la théorie du nouvel État. Comment le Cameroun, au-delà du Cameroun, comment l'Afrique peut se redimensionner, comment il peut se reconstruire, se réparer et se projeter dans l'avenir. Donc, ce petit livre est peut-être le plus dense. Et le plus dense, pourquoi? Parce que vous allez voir la différence. Alors que celui-ci a 439 pages, avec 6 chapitres, celui-ci est à 186 pages, avec 9 chapitres. Je vous lis juste les chapitres avant qu'on ne débatte, où je montre donc c'est quoi la République. Chapitre 1, de la République. Ce n'est pas la théorie abstraite, non. C'est qu'est-ce que toi et moi, on doit comprendre la République en tant que citoyen. Deuxième chapitre, l'État et les fondations originelles de la souveraineté. Vous voyez bien, avant d'aller dans le fond, ce chapitre 2, l'État et les fondations de l'original de la souveraineté, l'école et l'armée, ça vous rappelle cette caricature. La caricature qui tient lieu de couverture du livre. On y voit un colonel de l'armée avec un professeur un enseignant d'université dans une sorte de palabre compliquée. Où, je vous rappelle que c'est le professeur d'université qui a provoqué le colonel, réputé très farouche, où il dit un pauvre enseignant d'université manque de respect à un colonel. Petit, tu sais même que j'ai l'arme. Et l'enseignant d'université répond, Aka, tes égaux font les coups d'État. En fait, c'est la caricature qui est sortie le lendemain de ma torture à la C1000 par le colonel Joël Bankou et ses hommes. Le Popoli donc a sorti cette caricature pour marquer cet événement-là. Et moi, je pense que tout dans la vie doit contribuer à faire avancer une personnalité. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi cela, pas pour provoquer, mais pour montrer l'importance de l'école et de l'armée comme instrument de souveraineté dans un pays. Et comment, à notre niveau, on doit les rebâtir pour espérer avoir un pays, une souveraineté, un pays respectable. Le troisième chapitre porte sur le tribalisme en Afrique, au-delà même du tribalisme au Cameroun. Quel est un obstacle majeur à la cohésion sociale, à la prospérité économique, c'est le tribalisme dans nos États. Donc j'essaie de montrer comment, à travers l'analyse des situations des tribus dominantes, comment, et les problématiques actuelles autour des Super Boulou, des Babeleke, des Aoussa et tout le reste, comment on doit construire une unité à travers cette diversité enrichissante. Le chapitre donc 4 porte justement sur la construction de l'esprit républicain. Comment construire l'esprit républicain. C'est un chapitre fondamental. Et je dis ce livre, c'est le livre du futur. Et vous appartenez déjà au futur dans ce présent qui donne à voir ce que sera demain. Le chapitre 5, donc, paralyser la terreur d'État. C'est-à-dire que, puisqu'on va construire, on doit quitter derrière cette question de la peur, cette question de la torture, et dépasser la violence pour s'imposer comme un peuple qui aspire à l'épanouissement et à la prospérité. Le chapitre 6 porte sur le pouvoir, les réseaux sociaux et l'intervention critique des intellectuels africains. Qu'est-ce que nous avons à faire, nous, pour construire dans cela? Quelle est notre part en tant qu'intellectuel? Et là, c'est là où je critique toute cette approche des universitaires nombrilistes, caricaturaux, qui écument les plateaux de télévision pour diluer le message de l'unité, le message de la prospérité, le message du bon sens dans la population. Le chapitre 7 parle de la démocratie ou le régime du simulacre.
où je montre en fait que tout n'est pas de parler de la démocratie et que peut-être la démocratie, ce n'est pas la meilleure façon qui puisse nous arrêter. Peut-être il faut une sorte de despote éclairé à partir duquel on doit vivre comme dans l'ancien temps, la période romaine et grecque, où on voyait un dictateur s'imposer pour créer. Et quand on dit dictateur, ce n'est pas seulement dans le mauvais sens. Quand on parle de dictature du prolétariat, dictature du Parti communiste en Chine, j'en parlais avec un grand hier. Bien évidemment, on parle de dictature du Parti communiste chinois. Ce n'est pas la dictature en tant que telle. C'est que les gens construisent une alternative à tous ces systèmes, un truc endogène à partir duquel on peut construire un pays. À partir d'une sorte de démocratie avancée, dépassée, où on arrive tous à accorder nos violons pour arriver au bien de tous, contribuer au bien de tous, au-delà des partis, de la segmentation, de l'expression politique locale. Maintenant, au chapitre 8, l'avant-dernier chapitre, il fait donc une sorte de théorie politique, une philosophie politique qui puisse nous orienter dans ce que nous avons fait. Comme je balise le chemin au niveau intellectuel, au niveau de la pensée, au niveau de la systématisation de notre regard en tant que penseur, en tant que critique, philosophe critique, en tant que critique politique ou bien philosophe engagé, ou bien philosophe penseur dissident, tout ce que vous voulez. Et je montre en fait en quelque sorte quelle est la place qu'occupe la provocation dans mon système. Les gens croient que c'est au hasard. Pourquoi je provoque surtout les grands à qui on peut reprocher les choses? C'est une approche philosophique bien pensée. C'est systématisé, ce n'est pas le jeu. C'est calculé. Lorsqu'il attaque Ngongo, quand il attaque Chanda Biago, il attaque ce n'est pas les attaques ad hominem à la personne, non. J'attaque ce système qui se construit et qui est porté par eux, parfois même à leur insu. Donc ce n'est pas un jeu, c'est un engagement radical. On ne peut pas m'arrêter. Donc vraiment, quand je dis on ne peut pas m'arrêter, je suis inarrêtable. Parce que je suis un souffle d'un esprit. Parce que moi, comme vivant, je vais vous perturber. Donc, peut-être même mieux mort. Parce que ce que je contribue à dévoiler, c'est la lumière qui va s'imposer par tous les moyens dans ce pays. Donc c'est pourquoi le chapitre conclusif, le chapitre 9, donne quand même des perspectives, un mot sur l'actualité internationale, pour qu'on dise qu'on ne reste pas seulement nombriliste, on peut avoir... Et chaque fois qu'on aborde une question, même à travers les questions des relations internationales, les questions des géopolitiques, on doit voir notre intérêt dans qu'est-ce qu'on retient comme leçon à partir de là. Par exemple, lorsque j'aborde la question de la guerre Iran-Israël, les guerres d'Israël au Moyen-Orient, bon, quel est notre regard? Est-ce que vous allez seulement dire non, Israël, il tue les gens, machin? Non, quel est le regard, quel est le message que les victimes qui se battent, qui combattent cette foudre Israël, quel est le message? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de leur méthode? Donc voilà, en quelque sorte, résumé, le contenu de ces deux livres, qui sont des moments de maturation de ma pensée avant l'indépendance que je vais prendre pour créer une approche originale de discernement. Voilà ce que j'avais à dire. Donc je vous invite, d'ailleurs je vais mettre mes contacts là, mes deux contacts, Orange et Momo. Vous me dites là où vous êtes. Je vais terminer en disant que j'espère que vous avez partagé ce direct. Vous ne pouvez pas espérer changer. Vous ne pouvez pas espérer à la liberté. Et être même incapable de lire un livre. Moi, j'écris mes choses. Je prends le risque d'écrire ça. Toutes ces choses qui sont graves. Mais vous êtes incapable même de lire. Il y en a qui disent non, je ne veux pas qu'on me voit avec. Il y en a qui cachent encore le livre. Un livre, c'est-à-dire que c'est une production littéraire. La pensée, ils ont peur. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, vous êtes obligé d'acheter ce livre. Parce qu'on ne peut pas espérer changer le pays si vous ne laissez pas ces références à la postérité. Voilà les livres, voilà les documents de notre histoire. Voilà les antiquités hors de prix.
antiquité. Quand vous allez laisser ça dans les bibliothèques, dans vos bibliothèques familiales, vos petits-enfants, ainsi de suite, vont dire, ah, notre père, notre mère, elle avait vraiment participé à cette lutte. Même si vous êtes des peureux là, vous êtes dans vos cuisines là, vous n'avez pas. Voilà quelques personnes qui ont eu le courage de venir, dont je ne vais pas donner le nom. Mais vous êtes tous à la maison là, vous tremblez. Vous avez peur qu'on vous arrête. Bon, mais vous allez vous plaindre, vous allez critiquer le régime. Mais vous êtes incapable de venir pour qu'on discute, qu'on débatte, qu'on voit qu'est-ce qui peut être changé, comment on peut changer la chose. Il est important que vous compreniez que nous qui prenons les risques, je salue Vassero qui me regarde, merci. Merci, hein, je comprends que vous avez compris la nouvelle démarche et le fait qu'il y a des gens qui sont incorruptibles. Donc peu importe, ils vont retirer tout, bon, ils vont stériliser au niveau professionnel. Mais on ne peut pas laisser faire. Il est question. Et je disais aux gens qui me disaient, non, est-ce que tu n'as pas peur? Non, ou bien ils vont me tuer, ou bien ils vont me tuer. Il y a l'alternative de ça. Ou bien ils vont me tuer, ou bien ils vont me tuer. Non, parce qu'on ne peut pas laisser un pays comme ça, braqué, et vous dites que vous êtes les intellectuels, et les gens ont peur. Non, 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 vraiment, oubliez ça. On ne meurt qu'une fois. Je crois que c'est lui, Bonaparte, qui disait ça. On lui disait, mais il faut avoir des gars du corps. À un moment, il leur a dit non. On ne meurt qu'une fois. Mais on a peur beaucoup de fois, beaucoup de fois, beaucoup de fois. Non, qui vous dit même que mourir, ça fait mal? Mais oui, j'ai vu maman de Mota, mais voilà, vous savez ce qu'il a enduré. Moi, ma vie, ça m'a giflé, on me prive de tout, on crée le désordre dans ma vie. Mais vous voyez ce que maman de Mota a vécu, la torture, la brutalité crue des gens de Galaxie 3. Mais vous êtes là, vous êtes chez vous, vous avez peur. Donc les gens vont se sacrifier, les gens vont mourir. Mais vous êtes là, vous attendez, vous allez manger de notre sang, vous allez boire notre sang, on va mourir. Vous êtes pitié, hein. Vous tous là, vous qui restez chez vous là, vous attendez à ce que les autres meurent, vous vivez. Moi je suis dans la Douala, je suis venu pour mourir. Partout il veut partir, il faut qu'on meure. Parce que il faut qu'on leur montre un truc qu'ils n'ont jamais vu. Laissez-moi, je m'en fous de vos enfants et tout ça. Vos enfants, vos enfants c'est quoi? Vos enfants c'est quoi? Donc, s'il réfléchissait comme ça, bon, c'est vrai que je ne peux pas me comparer à lui. Bon, mes enfants, ils savent que ils ont la malchance. Ils le savent, puisqu'ils sont bloqués partout aussi. Mais c'est un choix que j'ai fait. Ce n'est pas vos enfants, c'est moi, leur père. Et un jour ou l'autre, même s'ils meurent, quelqu'un va leur faire bien un jour que, ouais, le vieux là. Donc vous êtes là, vos enfants, ce sont vos enfants. Ce sont vos enfants. Il y a mon oncle, il faut qu'on se dise la vérité. Mon oncle m'a appelé tout à l'heure, le petit frère de ma mère. Il m'a dit, j'ai un enfant comme toi, j'ai quelqu'un qui peut me donner à manger. Voilà que j'arrive à voir quelqu'un. Mais tu fais ce que tu es en train de faire là. Je l'ai écouté. Oui, le grand-père, parce que vous savez que mon grand-père, ça a été un grand politique. Je lui ai dit que j'ai compris. En fait, c'est quoi? C'est que donc ma mère, qui m'avait accouché, qui a souffert pour que je naisse, qui a failli même mourir parce qu'on lui a donné des choses pour m'avorter, elle a réussi à garder l'enfant. Ma mère meurt. Elle me dit, continue ton combat, qui est le combat des enfants de ce pays. Toi, tu es mon oncle. C'est toi qui vas me convaincre que je laisse. Parce que moi, je vais donner la nourriture. Tu ne veux pas travailler dans ta nourriture. Tu ne veux pas travailler. Je ne vais pas répondre comme ça. Il faut que tu respectes les vieux là. Donc, moi, je dois laisser le combat parce que il faut que je négocie pour que toi tu manges. Vous voyez? Vous voyez? C'est-à-dire qu'il m'appelle comme ça. Je suis en plein débat avec les vrais gens. Les colonels avec qui je débat. Les inspecteurs des impôts, nous sommes dans une grande réunion là, ils se sont réunis pour que je leur explique un peu le contenu de mes livres. Ils m'appellent, je crois qu'il y a un problème sérieux. Il me dit non, je t'appelle parce que vraiment je suis déçu. Comment tu peux menacer les gens à la télé, machin. Donc je ne dois pas me manifester quand quelqu'un dit que je hate elle. Donc je dois être d'accord avec lui. Lorsqu'on veut expliquer quelque chose et on sent qu'il y a une mafia derrière,
où les gens peuvent se permettre de tenir des discours haineux, je ne dois pas intervenir, je dois vraiment me plier. Oui, ouais, père, vraiment, j'ai mal fait. Je ne dois pas réagir. Je ne dois même pas parler de la première dame. Et il y en a beaucoup qui m'appellent. Oh, pourquoi tu parles de la première dame? Attendez. Vous êtes même normaux. Vous êtes, non, ils ne disent même pas qu'ils parlent de la. Oui, il y en a qui disent tu oses parler de la première dame. Attends. C'est la première dame de qui? Ce n'est pas les Camerounais. Ça ne va pas bien. C'est vous qui me dites que ta tête ne tient pas, machin. Moi, c'est vous. Votre tête ne tient pas. C'est votre tête qui ne tient pas. Elle est première dame au Cameroun. Nous sommes au Cameroun. On voit tout ce qui se passe là. On voit qu'elle est au proche du président. Donc, elle peut même lui dire les choses. Nous aider dans ce que nous sommes en train de faire. Relever ce pays. Mais là, elle se pavane là dans les cortèges des choses et on ne doit pas parler. Attendez. Si moi, je ne lui dis pas, moi le penseur, que arrête de te pavaner, le pays va mal. Va parler à ton type là, lui dire que, attends, qu'est-ce qu'on fait ici? Organisons-nous. Parce que c'est mauvais. Vous me dites que non, il ne doit pas lui parler, parce que vous êtes dans l'hypocrisie, ou bien vous espérez chacun sa part. Non, moi je n'espère plus rien. Je n'espère que ce changement. Et vous savez, je dois vous rappeler l'avant-propos de ce livre, L'Ange du Chaos. Peut-être que vous croyez que je suis en train de jouer. Hein. Quand vous me voyez là, peut-être vous pouvez vous imaginer que je suis en train de jouer. Moi, je ne joue pas. Je ne joue pas. Je ne joue pas. Je vis ma vie. Je sais que ça peut arriver à tout moment. Je suis au-delà de la peur. Et je veux dire que les Camerounais sachent qu'il faut être au-delà de la peur. Mourir ne fait pas mal. Tous les grands philosophes l'ont pensé. En mourant, d'ailleurs, on oublie, vous voyez que vous avez souvent les yeux comme ça, vous n'êtes plus là. Donc tout ce qu'on fait sur vous là, ça ne vous dit plus rien. Vous savez comment Martinez de Gaulle est mort? Vous savez comment l'évêque de Bafiala est mort? Montenegro Bala, comment il est mort? Lui là, on suçait son sang vivant. On tirait son sang, on buvait. Et vous me dites que, qu'est-ce qu'ils vont faire sur moi qu'ils n'ont pas encore fait aux autres? Et vous avez peur. Moi j'écris mes livres, vous avez peur. Vous voulez pas lire, vous avez pas. Vous voulez qu'on sorte de ça alors? Vous voulez qu'il domine alors qu'il reste là à vie, ad vitam aeternam, comme on dit en latin. Alors, fichez-moi quand avec ça. Je vous le dis, fichez-moi. Je suis comme un villageois, mais je vous le dis. Ce pays va changer ou bien il ne va pas changer. Ou bien ils vont me tuer, ou bien ils vont me tuer. Il n'y a rien d'autre à faire. Si on doit m'empêcher de penser, moi je vis encore de quoi maintenant? De la pensée. Bon, comme tout homme de chercher les femmes, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de chercher ma femme. Il faut quand même que je joue au gars sérieux. Donc, de penser, de chercher la femme et d'écrire mes livres. Puisqu'ils ont déjà gâté ma carrière, ils ont déjà tout gâté. Et ils ont déjà gâté d'écrire les vies. Et moi, ma petite vie là, c'est quoi à comparer aux millions de gens qui sont morts? Donc arrêtez de me parler de mes enfants. Ce ne sont pas vos enfants, ce sont mes enfants. Si vous croyez en Dieu, si vous croyez à la force des ancêtres, parce qu'il y en a qui ont la chance de croire au crâne, de vénérer les crânes. C'est quelque chose de magique. Vénérer le crâne de ton ancêtre. Oui, si vous croyez en ça, il faut avoir la foi. On ne va pas lâcher. On va parler que j'insulte la première dame. Les gens vont décharger des dizaines de millions au cabinet civil. Ils viennent dans les chaînes de télévision, narguer les gens, empêcher les gens de s'exprimer, proférer des menaces, distiller la haine sous le regard complaisant du CNC. Et on doit me dire qu'il faut que je me filme avec ces gens-là, ou bien que je les laisse tranquilles. Non, ça ne va pas arriver. Je ne suis pro personne. On attend de voir les listes des candidats que le pouvoir va retenir et on va donner les mots d'ordre et on va s'organiser. Mais une question va tarauder notre esprit. Qui est à même de sécuriser le petit peu qu'on a déjà et de ne pas vendre le pays parce que lui va avoir le pouvoir? Ça, c'est une question fondamentale à laquelle nous devrons répondre le moment venu. Mesdames et messieurs, je vous ai donc l'avant-propos de ce livre. Les gens qui disent est-ce que tu vas avoir peur de mourir? Écoutez un peu l'histoire. Un jour, au milieu des années chaudes, au milieu des années 90, Vianney Ombenjana, un frère de la Léké, Vianney Ombenjana eut la visite d'un très haut responsable du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il faut que je vous lise cette page qui commence le livre pour que vous compreniez jusqu'où on est déterminé. Le haut dignitaire de Biya venait les mains vides, mais le ventre plein, au propre comme au figuré. Et il posa à son hôte la question fatidique.
que les entremetteurs des régimes autocratiques posent fatalement aux intellectuels rebelles. Tu veux quoi pour arrêter de nous combattre? Ce qui veut dire en un mot, quel est ton prix? Le natif de Mbélé, Mbélé c'est le village de Yeba ici, il faut bien comprendre. Le natif de Mbélé, vers Obala, dans la Léké, département qui, suivant les mots du président Biya, est l'ami fidèle du renouveau. Ombenjana répondit sans réfléchir à l'émissaire politique. Je veux le changement. Son interlocuteur venu gloire de Yaoundé insista en mobilisant même la flamme tribale. Dis-moi, petit frère, tu veux que le pouvoir te donne quoi? Tu es des nôtres. Tu ne peux pas continuer à faire ça. C'est suicidaire. Tu as une famille. Comment on dit là, tu as des enfants. Tu as une famille qui compte sur toi. Une femme qui t'aime. Tu as des enfants dont tu dois t'occuper. Et que tu dois positionner. On peut te financer et faire décoller ton journal. Tu y gagnerais beaucoup. Je ne te demande pas de nous rejoindre. Mais s'il te plaît, petit frère, abandonne ce combat nuisible. L'écrivain rêveur, aux yeux du militant corrupteur, resta inflexible. Grand frère, je veux que les choses changent et j'y travaille. On ne peut pas accepter qu'on détruise le pays sous nos yeux, comme c'est le cas. Quel avenir offrez-vous aux enfants de ce pays avec tout ça? Ce n'est pas pour cela qu'on a élu le président Biya. Je te répète, je suis pour le changement. C'est tout. Je ne veux rien. Ah, c'est comme si c'est moi qui parlais. Bref, le directeur de publication du journal Génération ne savait pas qu'à ce moment précis, il venait de signer son arrêt de mort. Voilà la réalité de ce pays. Si je vous dis la suite, vous n'allez pas acheter le livre. Donc achetez le livre parce que vous allez voir que c'est appétissant. Je dénonce les choses, un crime terrible qu'il y a eu. Et je dis comment ils l'ont tué. Bon, alors mesdames et messieurs, avant que je puisse pourrir et servir d'engrais aux générations qui viennent, je vous prie de m'envoyer mon argent. Mon argent. Parce que les livres, c'est pour vous. Mon argent, je vis avec. Bon, comme vous plaignez beaucoup que les enfants, au moins, je peux donner même 10 000 à mon enfant. Il ou elle oublie aussi que son père est un vaurien. Parce que dans l'imaginaire des enfants dont les pères ne peuvent pas avoir aussi des positionnements, ça crée des problèmes dans la famille, même au point où bon, les enfants rentrent même parfois en détestation. Vous voyez ce beau livre, très beau, très beau design, très beau livre, 439 pages, c'est juste 15 ou 10 000, ça dépend, même les enfants, les étudiants c'est 10 000, les grands c'est 15 000 ou 20 000 ou 100 000 comme certains m'ont donné l'autre jour. Donc le livre 100 c'est juste un petit 10 000. Je vais mettre mes numéros ici pour que vous puissiez, en dehors de l'argent du livre, que vous puissiez m'envoyer mes billets vivants. Momo. Non, qu'est-ce que j'ai fait même? Est-ce que je suis même normal? Momo 180 11 08 89 OM. Moi je suis ouvert comme une plaie béante, donc vous n'avez pas besoin de jongler. Pardon, les gens qui avaient volé mon 50 000 la dernière fois, arrêtez de voler mes petites miettes quand j'ai ça dans mon Momo. Et puis quand même des penseurs, je n'ai pas beaucoup d'argent. Allez voler les Ngongo et toute la bande là. Il faut me laisser en paix. 49, 93, 65. J'avais déjà dédicacé. Bon, vraiment, merci beaucoup pour tout. Vraiment, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bon, voilà, j'ai discuté avec les Français là, et les Belges, et les Américains là, et machin. Je suis en train de négocier pour qu'on mette le livre sur Amazon, mais c'est un peu compliqué encore. Donc, beaucoup de compatriotes quand même me font la faveur de venir prendre par un fait. On va faire comme au village, non? Sachez quand même que nous ne sommes pas des blancs, c'est le porte-à-porte. Donc, ils peuvent envoyer quelqu'un, il vient prendre le livre, il leur envoie. Donc, beaucoup font ça aussi, en attendant qu'on clarifie ça, parce qu'il fallait qu'on sorte le livre pour sensibiliser, parce que c'est un livre politique. C'est un livre politique qui rentre dans une démarche. Ces deux livres-là sont politiques, ils rentrent dans une démarche. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement dans ce pays par rapport à ce qui se passe? Quel est le regard que je porte et comment on peut influencer la démarche? Et vous allez voir que je serai plus actif actuellement dans les prochaines semaines
pour faire entendre la voix de la raison. Voilà. Bon, est-ce qu'il peut y avoir 2 ou 3 questions avant que j'aille aussi chercher à manger quelque chose? Pardon, ceux qui ont appelé là, il faut attendre un peu parce que je suis en direct. Bon, alors, je vois les questions là. Tu bois la cage? Bien sûr. Je bois tout. Je bois tout. Quand c'est donné par une main de confiance, bien sûr. Que pensez-vous? Oui. Je suis en direct sur Facebook, mais c'est pas grave. Asseyez-vous, c'est pas grave. Oui. Ah oui, bon, je suis en direct là. Bon, c'est bon. Vous avez déjà pris. Moi, j'avais pris en ligne, donc ça va. En ligne, comment? Excusez, hein, je vais répondre à votre question. Vous avez déjà des deux ici? Oui, depuis. Moi, j'avais envoyé un gens à mon frère à Yaoundé. Oh, ok, d'accord, merci beaucoup. Bon, j'ai fini d'abord ça. On va prendre une là. Allez. Bon, alors, que pensez-vous de Chantal Biya? Vraiment, laissez-moi en paix, je n'ai pas envie de parler de ça. J'ai déjà parlé de ça maintes fois. Et c'est la femme de toujours tranquille. Vous avez parlé de quoi avec Grégoire Ona? Bon, vraiment, vous avez des enfants ou bien c'est pas grave. Bref. Posez-moi les vraies questions. Il ne faut pas les fantaisier. Non, j'ai envoyé mon nom. Voilà. C'est dans les messages. J'ai mis le truc dans les messages. Là, vous allez voir. Voilà, c'est le même destin que Marie-Antoinette. Elle lui ressemble avec sa perruque. Ah, je sais pas. Je ne suis pas devant. C'est le positionnement d'un gongo de régime face à votre lutte. N'avez pas peur de votre vie. Bon, j'ai déjà répondu à ça. Bon, donc, parlons de vraies choses. Une autre question, j'ai déjà répondu à ça, on ne revient pas sur les mêmes choses. Si vous avez tellement peur pour moi, vous m'envoyez mes billets, je bois, je meurs. C'est pas grave. Je vous ai dit que je suis rien. Donc, il y a des gens plus importants que moi qui sont morts même. Le livre numérique, non, le livre n'est pas encore sur Amazon. Merci beaucoup, merci, j'aime le Cameroun. Merci. Je ne sais pas, hein. Vraiment j'attends de poser les questions parce qu'il y a des questions de fond, de compréhension du livre, ainsi de suite, ainsi de suite. Déjà, je vous remercie et je remercie mon grand frère Sambaka pour la qualité et pour avoir accueilli cette petite assemblée qui nous a fait l'honneur d'honorer, qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Non, Paul Biya ne doit plus être candidat. Donc d'abord, il est inéligible. Je l'ai démontré lors du jour à Vision 4. Mets des enfants en sécurité, s'il te plaît. Et tout ce que je demande, non, laisse, ce ne sont pas des enfants, laisse. Ils ne sont encerclés nulle part. Ils sont les mêmes les plus en sécurité parce que je sais qui peut leur vouloir du mal. Donc, ce n'est pas un problème là. Donc, j'ai dit que Paul Biya est inéligible. J'ai montré les articles. Donc, vraiment. Parce que la loi dit que si tu es dépendant d'une personne, vis-à-vis d'une personne, tu ne dois pas être candidat. Et c'est le cas. Il dépend de Chantal Biya et de Mali. Il n'est plus autonome. C'est ça. Je suis du Maryland, comment faire pour avoir les livres? Soit vous envoyez donc l'argent pour que je vous fasse expédier ça, soit vous envoyez quelqu'un qui sait comment vous envoyer souvent les choses, donc c'est pas compliqué. Que devient votre carrière à l'université? Donc ils ont saboté ma carrière, donc je n'avance pas, je ne recule pas. Ils m'ont interdit les cours. Il y a de cela 2 jours, il y a de cela 4 jours. Je me suis rendu compte que comme je n'avais pas de prime, la dernière prime qui me restait, ils l'ont retirée, la prime du chef de l'État, la prime qui m'inscrivait les enseignants d'université. Donc j'accuse Ngongo et sa bande de me persécuter. Peut-être avec la complicité de je ne sais pas qui au ministère de l'enseignement supérieur ou bien à mon université, je ne sais pas encore. Ça ne m'intéresse même pas qu'ils enlèvent tout ça. Ils vont encore enlever le salaire comme ils m'ont payé le salaire pendant 26 mois là. Donc c'est pas grave. Nous on a les vrais problèmes. Le pays doit changer.
Y a-t-il un béret qui aurait le potentiel dictateur éclairé? Oui. Il y a parmi les militaires des gens capables d'être des bons despotes éclairés. Dans notre armée, il y a n'importe où. Même dans le camp de Bia, il y a des gens, vous ne pouvez pas vous imaginer, des gens, combien de personnes sont compétentes dans nos cercles, dans nos élites, dans nos cercles d'élite. Comment percevoir la deuxième candidature, madame? C'est la manipulation des gens de Yaoundé de la présidence, donc vous croyez qu'il y a quoi d'autre? Mais ils ne peuvent rien faire, c'est quand tu seras candidat, donc ils laissent les embrouilles là. À moins qu'ils ne veulent pas les élections, parce qu'au fond, ils ne veulent même pas les élections. Ils veulent seulement profiter du pouvoir qu'ils ont volé, quoi. Les gens, le RDPC pour un avenir meilleur pour toi et ta famille, c'est pas une question. Donc, monsieur Diapsi Ouafou, ce n'est pas une question. Donc, oui, merci beaucoup. Bon. Je ne réponds pas. Pourquoi vous n'avez pas posé votre candidature? Est-ce que ce n'est pas une aventure juste pour se faire voir? Il faut être prêt pour assumer ces lourdes responsabilités d'être président de la République. Pour moi, je veux encore écrire un peu. Pourquoi subitement le colonel Blanc a été écarté? Bon, c'est Ngongo qui l'a écarté, c'est normal. Donc, vous avez les choses entre eux là-bas. On contacte bientôt. Merci beaucoup. Merci. Que votre mère arrive, on va se voir. What do you think will be the post-electoral outcomes? Those people, they will be violent because those people, it will depend on how we organize it at the opposition side. It means that if we succeed, united those two forces, I mean UNDP and Manidem, that will be something different. Then just wait and see how we organize it. Oui, vous pouvez m'inviter à votre dîner, ça dépend. Si vous n'êtes pas les gens que la présidence a invité, je peux venir manger. Donc vous me dites seulement tant que je suis encore de là, je suis encore de là jusqu'à demain. Et si me casse la tête là, il faut faire attention. Arrêtez d'avoir peur. Attends, c'est votre vie. Moi j'ai ma vie. Vous passez le temps à vous soucier de ma vie. Vous êtes sûr que moi je vais encore vivre. Les gens, vous avez des sous-problèmes. Hein. Il faut mourir. On doit le préoccuper. Ouais, j'espère qu'il va rester même à 60 ans encore, étant puissant, viril. Vous avez des progrès, il va mourir, il va mourir. Non, moi j'ai des vrais problèmes. Est-ce qu'à 77 ans, je pourrais encore satisfaire, jouer mon rôle de mal? Là, c'est des problèmes plus sérieux, plus historiques. Que ces histoires que non, il faut avoir peur. Non. Je suis préoccupé quand je marche d'observer. Est-ce que je peux continuer à prospérer au niveau de ma lignée? C'est plus important que ces histoires que je dois être préoccupé à regarder qui va me calculer pour me tuer. Non, tu vas gâter ta vie avec des bêtises là. Que pensez-vous de gens après Biya? Non, après Biya, il y aura beaucoup de réformes. Ces gens qui profitent, qui sont propulsés au moyen de les cooptations ésotériques dans les loges, dans les sectes. C'est quelque chose qu'on va bannir. Après Biya, ce sera la compétence retrouvée. Les valeurs retrouvées, l'intégrité retrouvée. On va imposer. C'est pourquoi il ne suffit pas seulement de dire que non, il faut chasser Biya. Non, il faut qu'il y ait une idéologie. Ce sera pour un jeu où les gens arrivent là, ils sont partout. Tu as balayé, je suis encore chez Sambaka. Donc, moi, je n'ai pas un problème. Viens me chercher, on part boire, machin. Moi, je n'ai pas un problème. Mais je saurai si c'est toi qu'on a envoyé ou pas. Donc, les gens qui blaguent là, non. Vraiment, le pays ici va se remettre sur les rails. Et je vous dis, dans quelques années, vous allez voir, je vous prédis ça, que c'est les livres comme ceci, vous allez les voir partout. Parce que les gens vont comprendre que non, à partir de l'autre tête, que lorsqu'on est fort dans la tête,
Actuellement, c'est quand on est fort aux fesses. Dans les sodomies, dans les trucs, on réussit. Mais vous allez comprendre que il faut être fort dans la tête. Vous allez comprendre ça. Et mes livres, tous mes livres contribuent à être fort dans la tête. À être capable de rivaliser avec les plus grands esprits dans ce pays, dans ce monde. C'est ça le défi que je me suis donné. Ouais, je vous attends, monsieur Pacom. Je vous attends ici chez Sambaka. Je vous ai envoyé déjà mon contact. Bon, avec, je vais dire, parce que beaucoup de gens n'aiment pas lire. 690 49 93 65. Ça, c'est mon Momo. 690 49 93 65. Ou bien 680 11 08 89. Mon numéro WhatsApp, c'est le premier orange. 690 49 93 65. Je n'ai pas étudié en France, j'ai étudié au Canada et en Belgique. Pourquoi je dois rentrer? Pourquoi vous êtes rentré au pays? Mais ça, c'est quelle question? Vous voulez que je rentre, je reste pour ne pas avoir des problèmes, pour rester aussi là-bas. Après, je viens ici profiter seulement de la lutte des autres, des sacrifices des autres. Il faut arrêter de poser ce genre de questions. Certains de mes livres vous allez les trouver ici chez Sambaka, ici à Douala. À Yaoundé, vous pouvez les trouver à la librairie des peuples noirs. Et parfois c'est un peu cher dans cet endroit-là. Ça peut être un peu plus cher, mais à mon niveau, vous pouvez les avoir à un prix raisonnable. Moi, lorsque je vous les envoie par expédition, je ne sais pas quoi, je peux expédier avec les dédicaces, je peux m'organiser. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour ceux qui me soutiennent parce que pour produire ces petits exemplaires de livres, c'est pas évident, c'est pas donné. Ce livre est très volumineux et il coûte beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc les quelques exemplaires que je produis, je les vends au fur et à mesure. C'est vrai que je vais laisser quelques-uns ici chez mon grand frère Sambaka. Et certains sont aussi à la librairie des peuples noirs à Yaoundé. Vous allez aussi les trouver. Je vais faire aussi le tour des régions. Et la semaine prochaine, je serai dans une autre région. Et on va toujours faire les vidéos comme ça pour expliquer, pour faire comprendre l'importance de se charger intellectuellement, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement pour pouvoir affronter 2025, ça passe ou ça casse. Thank you so much for everything, and I wish that you had a good evening and a good night. Maybe I will have somebody that can help me translating this book. Those two books, even they are too good in English. The Angel of Chaos. I think you can have that title, that translation. The Angel of Chaos. That would be good. If you can just help me. Managing to translate this one that would be great. And the second one is the Livre saint du citoyen patriote. You will see how you manage, how we translate it. So thank you so much and see you next time. Merci beaucoup à vous tous et j'espère que vous allez me faire la recette et permettre que ces idées, pour moi, je veux que les idées soient diffusées, que les idées circulent, que les consciences s'éveillent. C'est notre rôle. Et rassurez-vous, je dors tranquillement, très souvent seul, mais le jour où j'ai l'occasion d'avoir deux seins sur lesquels poser ma tête têtue, ça me fait du bien. Et je dors jusqu'au lendemain sans problème. Merci beaucoup pour tout et à très bientôt.